La plupart des cours Figma sur Internet sont superficiels. Ils couvrent juste les fonctionnalités de base, et c'est tout, sans discussion sur l'usage ou l'application pratique. Bienvenue aux fondamentaux de Figma, un cours où nous parlerons de chaque aspect fondamental de l'apprentissage de Figma à partir de zéro, d'une manière qui vous prépare pour le travail réel dans l'industrie du design UX. C'est le cours Figma le plus pratique et le plus concret que vous trouverez sur Internet, avec des devoirs appropriés et des ressources à la fin de chaque vidéo. Alors, sans perdre plus de temps, commençons. Très bien les gens, bienvenue dans les bases de Figma. C'est super excitant parce que j'ai prévu une formation de 10 cours qui va vous faire voir les bases de Figma jusqu'à des niveaux vraiment avancés. L'objectif est de s'assurer que vous êtes prêt à apprendre au moins le sujet de l'UX. Pour comprendre la construction des applications et la conception des carousels de médias sociaux sur Figma, il faut apprendre Figma. Aujourd'hui, c'est le premier cours qui vise à comprendre Figma depuis zéro. Ce cours complet sera publié sur notre dernier site web, LearnUX 1, qui est un site où nous publierons plusieurs cours, des cohortes en direct, des rencontres, des ateliers, beaucoup de choses, destinés aux personnes qui veulent construire des produits améliorés avec des chefs de produits, designers et développeurs. Alors commençons par le cours numéro 1. Nous comprendrons pourquoi vous devez apprendre Figma, les exigences d'âge, quel ordinateur portable vous avez besoin, les bases de l'interface utilisateur de Figma et comment fonctionne réellement toute l'interface. Et dans le coin supérieur droit, vous verrez toujours n'importe lequel des clics ou des touches de clavier que je presse dans le coin supérieur droit. Donc si j'utilise un raccourci, disons 2, vous saurez ce qu'enche à cliquer. Et bien sûr, nous allons voir chaque détail. Le but n'est pas de faire des vidéos superficielles, mais de s'assurer que nous vous donnons un contenu extrêmement détaillé de très haute qualité. Maintenant, si vous voulez installer Figma, vous devez aller sur figma.com et vous assurer que vous avez Figma installé sur votre ordinateur ou ouvert dans votre Google Chrome. Le programme d'aujourd'hui est divisé en 3 modules. Dans le premier module, nous aborderons les bases de Figma UI et nous comprendrons pourquoi nous devons apprendre Figma dans les cas d'utilisation de base. Dans le module 2, nous irons plus loin que les bases, où nous couvrirons des détails très nuancés sur l'interface de Figma. Et dans le module numéro 3, nous ferons une mise en pratique car il est très important de voir comment ces choses fonctionnent dans des applications réelles. Commençons donc avec le premier module sur les fondamentaux de l'interface utilisateur Figma. Alors les gens, Figma a en réalité 2 produits. L'un s'appelle Figma Design, où nous concevons, peu importe qu'il s'agisse d'applications, de sites web ou de brochures. Et ils ont un deuxième produit, qui s'appelle FigJam, qui ne sera pas vu dans ce cours. Mais je voulais clarifier ce point car beaucoup de gens pensent que Figma est l'outil qui est utilisé pour concevoir tout. En fait, Figma est une entreprise. Puis, dans Figma, il y a Figma Design. Puis, il y a FigJam, utilisé pas pour la conception mais pour le brainstorming, et la recherche et la compilation de notes. Figma Design est l'outil que nous allons apprendre dans ce cours. Maintenant, avant de continuer et de comprendre Figma, il y a un sujet que vous devez assimiler, qui est celui de raster contre vecteur. Alors les gens, raster est juste un nom sophistiqué pour une image JPEG, n'est-ce pas? Voici une interface utilisateur. Le côté gauche et le côté droit semblent être identiques, mais il y a une énorme différence. Et vous verrez cette différence lorsque je zoomerai. Si je zoome ici, vous réaliserez que cette chose juste ici devient pixelisée. Pourquoi? Parce que c'est un JPEG. Les JPEG se pixelisent en zoomant. Mais si je vais à gauche, et si vous zoomez, vous réaliserez qu'il ne devient pas pixelisé. Peu importe combien je zoome, il ne deviendra jamais pixelisé. Cette chose juste ici, cette image qui est absolument cristalline, peu importe le zoom, c'est un graphique vectoriel. Tous les logos que vous créez, toutes les illustrations numériques que vous voyez dans ce monde sont en fait des graphiques vectoriels, car ils ne pixelisent pas. Cela signifie que je peux les redimensionner et les imprimer à toutes les tailles. Sur le côté droit se trouve une image JPEG. Et tout comme le JPEG, vous avez également des PNG et quelques autres formats. Tous ces formats peuvent devenir pixelisés si vous les étirez. Ils font partie des images raster. Donc dans Figma, nous ne traitons pas avec des images raster. Dans Figma, nos conceptions, c'est nous qui les faisons avec des vecteurs. Maintenant, c'est très important parce que lorsque je vous enseigne différents outils, vous comprendrez que la plupart de ces outils ne s'appliquent qu'aux vecteurs et non aux images raster. Toute interface utilisateur sur laquelle vous travaillez sera en vecteur. Sur Figma, il faut toujours créer un fichier de conception, ce que nous allons voir immédiatement. Mais il est crucial de rappeler que les fichiers FigJam et les fichiers de conception sont distincts.
La question est, faut-il apprendre à coder? Absolument pas. Vous n'avez besoin d'aucun diplôme spécifique. Vous pouvez être de tout âge. Quel que soit votre parcours, vous n'avez pas besoin de connaissances préalables pour apprendre Figma. Une autre question est, puis-je obtenir un emploi si j'apprends Figma? Pas du tout, les gens. Figma est comme apprendre à utiliser le crayon ou simplement s'éduquer sur le fonctionnement d'un crayon. Le croquis est l'art d'utiliser le crayon. Donc vous pouvez dire que le design UX est une discipline très importante. Et pour travailler en tant que designer UX, Figma est l'outil. Donc Figma est votre outil, qui est une chose très rudimentaire. C'est très basique. Vous n'aurez pas de travail si vous savez juste utiliser cet outil. Le design UX était la matière. Ce cours ne concerne pas le design UX. Ce cours est sur l'apprentissage de Figma. Sur Figma, vous pouvez faire du design graphique, du design UX, etc. Donc, beaucoup d'entre vous savent déjà comment fonctionne Figma. Vous pouvez donc passer directement au tutoriel, principalement situé au milieu du premier module. Oui, pour les non-initiés à Figma, cette section est cruciale. Il est impossible d'utiliser Figma pour concevoir sur un téléphone ou une tablette. Je préconise l'usage de Figma sur ordinateur portable, peut-être un PC Windows ou un Mac. Quand vous mentionnez quel ordinateur portable, cela peut être n'importe quel ordinateur décent, car Figma fonctionne facilement sur la plupart des laptops de base, indépendamment de la RAM ou de la carte graphique. Maintenant, beaucoup de gens me demandent si nous devrions télécharger Figma ou si nous devrions l'utiliser en ligne. Vous pouvez télécharger Figma, disponible aussi sur ordinateur portable. Cela fonctionne même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Cela sauvegardera toujours votre progression. Je l'utilise personnellement sur Google Chrome parce que je suis toujours connecté à Internet et que j'ai une connexion Internet rapide. Et vous savez, je peux passer d'un onglet à l'autre. Donc, tout dépend de vous. Ils ne diffèrent pas beaucoup. Un autre énorme avantage de Figma est que plusieurs personnes peuvent travailler sur le même fichier en même temps. Dans Photoshop ou Illustrator, une personne pourrait travailler sur un seul fichier et vous devriez sauvegarder ce fichier et le transférer à quelqu'un d'autre. Sur Figma, vous pouvez ouvrir un fichier et avoir plusieurs designers qui collaborent ensemble en temps réel, ce qui est extrêmement précieux. Maintenant, en ce qui concerne le prix, l'offre de base pour Figma est gratuite. Vous obtenez 3 fichiers Figma et 3 fichiers FigJam. Donc, 3 Figma signifie 3 fichiers de design Figma, avec un nombre illimité de collaborateurs. Vous pouvez faire intervenir des gens, et des plugins et modèles sont aussi disponibles. Le plan professionnel est l'offre que je recommande habituellement aux travailleurs indépendants et aux vraies entreprises. Donc, le plan gratuit suffit si vous êtes débutant. Mais si vous œuvrez dans une start-up, en équipe, ou si vous prenez votre travail au sérieux et souhaitez que la capitalisation vous aide, alors vous devriez obtenir ce plan professionnel. Figma Organisation n'est pas nécessaire pour les débutants. Le plan pro lui-même est suffisamment bon. Nombreux sont ceux qui estiment que l'apprentissage du design UX Figma n'est pas nécessaire. Comme je l'ai dit, Figma n'est qu'un outil et le design UX est la matière. Maintenant, comment créez-vous votre premier fichier? D'abord, vous devez aller sur figma.com, puis vous devez créer votre premier compte. Je conseille toujours d'ajouter son email et mot de passe. N'utilisez pas continuer avec Google, car vous devriez toujours avoir votre propre mot de passe et télécharger l'application hors ligne. Utilisez-le sur Google Chrome, c'est ce que je fais habituellement. Et maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble vraiment. Donc ici, j'ai ouvert figma.com sur mon Safari qui est mon navigateur alternatif. Cette diapositive est aussi d'ailleurs créée sur Figma. Mais c'est mon plan payant. Ce n'est pas comme ça que ça va apparaître pour vous, quand vous ouvrez Figma pour la toute première fois. C'est ainsi, je sais que ça peut intimider. Mais ne vous inquiétez pas, c'est super simple. Donc, ici vous avez votre compte. Vous pouvez toujours vous connecter et vous déconnecter depuis là. Ici, dans Récent, vous trouverez des modèles de designers. Vous n'avez pas à vous soucier d'eux. Vous verrez les fichiers partagés récemment consultés et les projets partagés. Encore une fois, ne vous inquiétez pas de ça. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Plus Design Fill. En cliquant sur Plus FigJam Board, vous obtiendrez un fichier FigJam. Mais nous voulons ici seulement créer un fichier de conception. Une fois fait, il créera un fichier qui ressemblera à ça. Donc, cela prend environ 2 à 3 secondes en fonction de votre vitesse Internet. J'ai déjà créé un cadre, mais normalement, ça ressemblera à ça. En double-cliquant ici, vous pouvez modifier le nom de votre fichier. Cela indique gratuit car nous sommes sur le plan gratuit. Et tout à gauche, vous avez cette chose appelée page. Donc en gros, chaque fichier Figma est comme un livre. Et dans un livre, vous avez différentes pages. D'accord, ce que vous voyez au milieu, c'est ce qu'on appelle la toile, le canvas. En gros, c'est là que vous concevez. Et nous examinerons tout cela un à un. Mais ici, nous avons différentes pages. Maintenant, avec le plan gratuit, vous ne pouvez avoir que 3 pages par fichier Figma. Pour être honnête,
Vous pouvez avoir tellement d'interfaces utilisateurs sur une seule page que la plupart des débutants n'auront pas besoin de plus de 3 pages. Mais oui, si je clique sur cette icône juste ici, je peux retourner au fichier et je reviendrai à mon tableau de bord. Maintenant, je peux prendre n'importe lequel de mes fichiers et les mettre dans une équipe. C'est très important, donc vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle équipe et ensuite entrer vos informations. Disons simplement que je vais nommer cela comme deuxième équipe. C'est très important pour vous, pour tout avoir bien organisé. Et puis si vous avez plus de personnes, plus de collaborateurs, vous pouvez les inviter à partir d'ici. Pour le moment, je vais cliquer sur Passer. Il est indiqué que vous pouvez avoir un plan de démarrage ou passer à la version professionnelle si nécessaire. Je vais simplement sélectionner un plan de démarrage. Donc ici, par défaut, il crée un projet d'équipe. Donc vous avez une équipe. Dans l'équipe, vous pouvez avoir des projets collectifs. Et au sein des projets d'équipe, vous avez des fichiers Figma. Quel est son usage? Traditionnellement en milieu professionnel. Ce qui se passe, c'est que vous aurez une équipe, disons juste Anchmera. Au sein d'Anchmera, Anchmera peut travailler sur une application mobile, sur un site web, sur un projet en freelance. Sur chacun de mes projets, une application est un projet. Un site web est un autre projet maintenant. Dans l'application, vous pouvez avoir Android, iOS, Google Chrome. Donc des fichiers différents répondent à des éléments différents dans ce projet. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, si je vais à récent, prenez ce premier fichier et mettez-le ici. Il sera visible dans mon projet. Je l'ai déjà inclus dans mon projet d'équipe. Vous trouverez donc mon premier fichier ici. En cliquant sur l'icône des favoris, vous pouvez le garder dans vos favoris. Normalement, je ne me sers pas des favoris, je les range bien tout simplement. Si vous cliquez sur l'icône de l'étoile, votre fichier apparaîtra ici. Ainsi, avec vos fichiers favoris, l'accès est très facile et un double clic vous y amène. Une différence très significative que vous remarquerez, c'est que cette chose a une couverture et cette chose n'en a pas, car Figma vous donne un fichier par défaut. Ce fichier est prêt à l'emploi dès que vous ouvrez Figma. Donc ils disent, commencez ici. Vous avez quelques fichiers et une page. Donc la partie amusante est que vous voyez ce numéro juste ici. Supposons simplement que ceci est votre toile. D'accord. Et sur la toile, vous avez ces petites divisions. Ces divisions sont appelées des cadres. Vous avez donc essentiellement une très grande toile. Et ensuite vous avez tellement de petits tableaux ou toiles, n'est-ce pas? Et je les appellerai cadres. Ce truc ici, vous voyez la petite icône. Cela signifie que vous avez essentiellement créé une couverture, à partir du cadre unique donc. Si je clique droit, vous pouvez voir ceci ici dans le panneau des calques. C'est ici mon panneau calque. C'est là que je peux voir les pages. C'est une petite ligne mince. À l'intérieur de la ligne mince, toutes les couches de cette page sont visibles. Si je clique sur cette flèche, cette icône de verrou, je déverrouillerai ceci. Et maintenant, je peux bouger ceci. Si je clique droit, vous pouvez remarquer qu'il y a cette option appelée « Restaurer la miniature par défaut ». Pourquoi? Parce que ceci est déjà sélectionné comme une miniature. Si je vais à cette chose, juste ici, et disons juste essayer de cliquer dessus, vous constaterez que vous ne pouvez pas cliquer. Pourquoi? Parce que cette couche est verrouillée. Donc si vous maintenez la touche commande enfoncée puis cliquez droit, vous pourrez la sélectionner. Si je clique sur cette flèche, je la déverrouillerai. Je peux faire clic droit dessus et choisir sélectionner comme vignette. Une fois que je fais ça, vous vous rendrez compte que cette icône redevient normale. Et ensuite vous avez cette petite fenêtre. Si je clique sur Retour au dossier, la couverture sera bientôt mise à jour. C'est donc ainsi que vous créez votre premier fichier Figma. Revenons au cadre que nous avons, les slides que nous avons créés. Explorons Figma pour la toute première fois. Donc je vous ai montré à quoi ressemble votre Figma vierge. Généralement, une brève visite de Figma est offerte lors de la première ouverture. Vous pouvez bien sûr regarder ça. C'est assez utile. La deuxième chose que vous devez comprendre est de vous assurer que cette zone soit propre pour vous. Ne compliquez pas. Votre plan gratuit permet seulement 2 ou 3 fichiers Figma. Dès que vous atteignez 3 fichiers Figma, il ne vous permettra pas d'en créer plus. Mais oui, vous devez décider quel plan vous utiliserez. Nous avons déjà discuté de ça. Je vous ai également montré le fichier Figma par défaut que Figma vous donne. Dès la création du projet donc. Comprenons maintenant les différentes fonctionnalités et les icônes à l'intérieur de Figma. Maintenant, chaque référence et chaque théorie que vous voyez dans ce cours proviennent de la documentation officielle de Figma. Je crée ces vidéos parce que beaucoup d'étudiants se sentent intimidés en parcourant la documentation. Mais si vous voulez faire votre propre auto-apprentissage, il vous suffit d'aller sur help.figma.com et ils ont tout compilé. Donc tout le crédit revient à Figma. Merci d'avoir fait une telle documentation détaillée. Commençons par la barre d'outils. Donc, même si je devais refaire apparaître mon menu,
vous remarquerez que vous avez ces outils en haut. D'accord, examinons ces éléments un à un. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que si je prends cette barre d'outils, cette chose entière du haut vers la gauche, elle est également divisée en 3 catégories. Tout à gauche, vous avez outils. Au milieu, vous avez action et sur le côté droit, vous avez les paramètres de collaboration et d'affichage. Maintenant, nous n'entrerons pas trop en détail sur les actions et les paramètres de collaboration. Comprenons uniquement pourquoi ces outils sont-ils faits. Le premier outil s'appelle l'outil de déplacement. Comment y accéder maintenant? Si je clique sur cette icône, vous remarquerez que j'ai déplacé et j'ai aussi échelle. Donc déplacer est assez simple. Si je prends ça, si je suis dans mon outil de déplacement, je peux tout déplacer. Si je vais à échelle, l'action est légèrement délicate, mais bien sûr la fonctionnalité est assez simple. Vous pouvez agrandir et réduire quelque chose. C'est très différent de l'utilisation de votre outil de déplacement normal, donc si je suis dans mon outil de déplacement, et si ensuite je déplace les limites, vous vous rendrez compte que quelque chose d'autre se passe. Ce n'est pas du tout une mise à l'échelle. Nous comprendrons pourquoi, mais pour l'instant, vous devez comprendre que, pour réduire quelque chose, utilisez l'outil échelle. Pour déplacer quelque chose, utilisez l'outil de déplacement. Maintenant, tout ce dont nous discutons là est très superficiel car c'est le cours numéro 1. Je vais lentement construire votre expertise sur cet outil, mais vous pouvez dès maintenant commencer à apprendre ces raccourcis. Donc pour chaque icône, vous remarquerez qu'il mentionne le raccourci. Donc déplacer est V et échelle est K. Et peu importe ce qui arrive, vous devez rester patient car c'est un cours très détaillé. Bien sûr, vous devriez regarder toutes mes vidéos très patiemment pour tout comprendre. Donc vous pourriez vous sentir confus à certains moments, mais finalement vous aurez tous les points reliés. Le deuxième outil ouvre cadre, section et tranche. Nous ne verrons pas section et tranche maintenant, car cela n'est pas pertinent pour nous. Comprenons ce qu'est un cadre. Un cadre n'est rien d'autre qu'une toile vierge. Maintenant, vous remarquerez que toute ma toile est légèrement plus sombre parce que je peux changer la couleur d'ici. Maintenant, cela n'a aucune importance. Je la maintiens généralement un peu sombre. Si je dois concevoir une application ou un site web, je dois toujours créer un cadre. Donc, en appuyant sur la touche F, vous verrez que j'obtiens des options sur le côté droit, donc il me demandera si je conçois pour un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau. Donc si je clique sur MacBook Pro 14 pouces, il créera rapidement un cadre ici. Maintenant, laissez-moi le ramener là où nous étions. Nous étions juste ici. Donc si je le colle, vous vous rendrez compte qu'il l'a nommé MacBook Pro 14 pouces. Et puis, une fois que j'ai sélectionné le cadre, il y a quelques paramètres que nous aborderons plus tard. Mais quand je presse F, je peux choisir parmi tous ces modèles, ou simplement créer mon propre cadre, qui peut être de n'importe quelle hauteur et par défaut. Il le numérote simplement en ordre croissant. Si je les sélectionne tous, et les supprime, je reviens à ça. Vous devriez remarquer autre chose. Cette diapositive est aussi un cadre. Donc une fois que vous sélectionnez un cadre, dans votre panneau de calque, vous verrez votre fichier ici. Donc ce cadre a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Donc si je clique sur ce petit chevron, cela s'appelle un chevron. Vous verriez que j'ai quelques calques ici. Et cette icône de case à cocher que vous voyez signifie que c'est un cadre. Mais vous verrez que ces icônes diffèrent. Nous comprendrons l'utilité de ces icônes après. Même si les cadres sont des fonctionnalités très utiles, il y a une chose qui les rend extrêmement puissants, et c'est le concept de contrainte. Bien sûr, nous aborderons les contraintes bientôt, mais je mentionne juste ce nom pour que vous sachiez pourquoi les cadres sont si cool. Maintenant, prenons un exemple de comment ces cadres sont utilisés en pratique. Maintenant, en cliquant sur F, vous avez bien sûr des téléphones, des tablettes et tout ça. Mais si je consulte les réseaux sociaux, vous verrez qu'ils ont tous ces modèles préparés. Ainsi, si je vais et appuie à nouveau sur F et crée un rectangle, je peux écrire 1080 par 1350. Le ratio pour mes carousels est désormais un excellent 3:4. Et c'est le ratio et la taille que j'utilise pour tous mes posts sur les réseaux sociaux. Pour faire une affiche, cliquez sur F, allez à Papier Paper et choisissez A4. Ensuite, concevez-la, placez-la à gauche, sur le côté droit, mais laissez-moi juste la remettre ici. Et ce qui se passe, c'est que le cadre a essentiellement une tonne de couches. Donc cette case à cocher elle-même était un cadre. Dans le cadre, il y a une fonction appelée mise en page automatique que nous aborderons bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est juste comme le niveau 2 des cadres. Et puis vous avez ce poste numéro 1 et la diapositive numéro 2. Dans ce slide numéro 2, j'ai mon texte et mes images. Donc le cadre les unit. Oui, vous pouvez créer des histoires, des brochures, des affiches, tout. Chaque chose est un cadre pour vous et nous l'utilisons aussi pour nos reels, créant ainsi un scénario spécifique pour chaque cadre. Puis je donne ces actifs à mes éditeurs. Ensuite, ils jouent un peu avec.
Et vous pouvez être aussi créatif que vous voulez. Maintenant, dans certains cas, je créerai des maquettes dans Photoshop et ensuite j'exporterai des PNG. Les mettre dans mon cadre est aussi un cas d'utilisation possible. Donc, c'est un cadre et il y a plusieurs couches en dessous. Notre prochaine icône est pour les formes. Je sais que cela peut sembler être une simplification excessive, mais littéralement toute interface utilisateur que vous voyez est composée de ces formes. Rectangle, ligne, ellipse, polygone et étoile. C'est littéralement aussi simple. Honnêtement, je n'utilise pas de polygones et d'étoiles. Je me limite seulement aux ellipses et aux rectangles. Même l'écran que vous voyez en ce moment, il contient soit du texte, soit un rectangle, soit une ellipse. Donc c'est assez simple. En cliquant sur rectangle, je crée simplement un rectangle. Dès que je crée un rectangle, vous avez vos coordonnées X et Y. Vous avez votre largeur et hauteur en pixels. Vous avez la rotation, et ensuite vous avez aussi le rayon d'angle. Donc si je prends ce rectangle et que je tape 15, il le rendra arrondi. Si je clique encore ici, voyez ce point. Si je passe dessus, il indique un rayon de 15 pixels que je peux faire glisser. La partie amusante est que si la hauteur de mon rectangle est disons de 200 pixels, dès que je mets le rayon de la bordure à 100, il deviendra une pilule, n'est-ce pas? Parce que si votre rayon est de 100, il finit par devenir un cercle. Donc même si je dis 200, ça ne fera pas de différence. Mais jusqu'à 100, vous verrez un changement significatif. Donc à mesure qu'il passe de 0 à 100, vous pourrez le voir. En fait, vous pouvez également faire du scrubbing, donc si je vais et scrub du côté droit, vous remarquerez que mon curseur revient du côté gauche. C'est donc un défilement infini et vous pouvez continuer à fourre du scrubbing, et cela ne finira tout simplement pas. Alors laissez-moi vous montrer un exemple rapide. Ce sont des écrans iOS, et vous pouvez obtenir ces écrans iOS de la communauté Figma. Nous verrons aussi la communauté Figma, mais le fait est que ce sont des écrans iOS très couramment utilisés. Et voici aussi un clavier. Maintenant, regardez de près ces écrans. Vous vous rendrez compte que tous les principaux éléments de l'interface utilisateur sont en réalité constitués de rectangles ou de carrés. Mais vous me direz, Anch, ce n'est pas un rectangle ou un carré. Exactement, parce que ce sont des icônes. Et pour les icônes, vous avez besoin de l'outil Plume pour les formes personnalisées. Donc des choses comme ça. Cette icône arrondie, vous utiliserez toujours un rectangle et un rayon de coin. Cependant, tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'icône personnalisée, ça peut être créé avec l'outil Plume. Bien sûr, vous pouvez aussi obtenir ces fichiers de la communauté Figma. Voilà, je voulais juste montrer ça. Même si vous posez et regardez cette image. Enfin, pas l'image. C'est ce qu'on appelle un composant. Composant est le mot que les gens utilisent. Si vous cliquez sur quoi que ce soit, vous vous rendriez compte que c'est juste soit un rectangle de texte ou une ellipse. Et ensuite, les formes personnalisées peuvent être créées avec l'outil Plume. Donc oui, j'ai pensé qu'on allait juste vous montrer quelques composants, juste pour tester. Après l'outil Plume, vous avez maintenant l'outil Texte. Très simple. En cliquant dessus, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par défaut, c'est un minuscule texte, donc avec commande A, vous obtiendrez quelques propriétés de texte. Et celles-ci sont très identiques à ce que nous avons sur Microsoft Word. Si je le règle à 100 pixels, il sera très visible. Et nous allons immédiatement passer en revue ces propriétés. Ne vous en faites pas. Je vais simplement supprimer cela. Maintenant, après votre outil de texte, vous avez ces deux icônes ici. Donc si je clique sur Ressources, vous avez cette chose appelée Composants. Nous n'aborderons pas cela maintenant. Mais sachez que tout comme votre iPhone a des applications, Figma a aussi des plugins qui lui confèrent plus de super pouvoirs. Nous n'aborderons pas cela dans cette vidéo. Et nous avons également des widgets, qui est encore quelque chose qui va être couvert dans une prochaine section. Pour zoomer et dézoomer, maintenez simplement la touche de commande et bougez le curseur, ou bien sur votre trackpad ou votre souris habituelle. Vous pouvez simplement vous déplacer sur la toile. Pas vraiment nécessaire d'utiliser l'outil Pan. L'outil de commentaire permet la collaboration, vous permettant de cliquer et de commenter partout. Et cliquez sur ce bouton bleu juste ici. Puis vos commentaires seront visibles. Vous pouvez simplement cliquer sur ce commentaire et l'icône de vérification. Et cela le réglera. Pas de souci à avoir. Nous aborderons cela plus tard. Alors oui, maintenant nous arrivons vraiment au cœur de la vidéo où nous comprenons comment Figma fonctionne vraiment. Maintenant, je suis actuellement sur le plan payant. Alors, revenons au plan gratuit qui a des pages limitées. Donc, je vais aller à mon premier fichier. Oups, j'ai cliqué sur autre chose, cela arrive très souvent. Donc, ne paniquez pas si vous faites un mauvais clic. Venons-en à mon projet d'équipe. Cliquons sur le premier fichier pour que vous réalisiez que vous avez des pages. Cliquez sur l'icône plus pour créer la page 2. Si je double-clique dessus, je peux l'appeler ma couverture. Et puis beaucoup de gens ajoutent aussi des emojis. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours avoir une sorte d'emoji juste ici.
Beaucoup de personnes en mettent. D'autres ne les aiment pas, mais si vous maintenez Contrôle et commande sur votre Mac, vous aurez toujours le menu emoji pour placer ces emojis ici. Maintenant, ceci est le panneau des calques, mais il est vide, car il n'y a rien là. Donc si j'appuie sur F sur mon clavier et crée quelque chose, vous verrez mon cadre juste ici. Maintenant, si j'appuie sur R et crée un rectangle, vous verriez que le rectangle est visible à l'intérieur du cadre. Si je crée une ellipse et la place juste ici, et vous remarquerez qu'il y a cette option appelée remplissage. En cliquant, un sélecteur de couleurs apparaît. Je peux choisir n'importe quelle couleur que je veux, et toutes ces choses seront visibles dans le cadre 1. Donc assez simple. Maintenant, la chose importante est que vous ne pouvez avoir que 3 pages. Et puis les pages ont des cadres. Et puis les cadres ont plus d'objets à l'intérieur d'eux. Donc en gros, une page peut avoir des couches et une couche peut avoir des cadres. Et ensuite les cadres peuvent avoir des formes. C'est ainsi que cela fonctionne généralement. Mais il y a une chose plus importante à noter. C'est que je peux aussi créer des choses en dehors d'un cadre. Donc ce rectangle est juste une couche dans ma page, mais il n'est pas à l'intérieur d'un cadre. Mais c'est vraiment mauvais. Il est recommandé de toujours s'en tenir au cadre. Et vous connaissez tous vos composants. Tous vos écrans sont des cadres. Si je crée 2 rectangles, voici ce qui se passe. Ils flottent, semblant connectés, mais ils ne le sont pas. Ils flottent simplement dans l'espace. Alors voyons le premier panneau important de Figma qui est le panneau de conception. Quelle est l'utilité du panneau de conception? Si je devais cacher mes panels latéraux, en fait, en sélectionnant un cadre ou une forme, vous pouvez faire de nombreuses modifications et le panneau de conception continue de changer. Je veux dire que si je choisis ce cadre, observez comment le panneau de conception se présente. Si je sélectionne cette icône juste ici, remarquez comment cela change. Si je choisis la mise en page automatique, cela modifie toutes ces options. Il continue de changer en fonction de ce que j'ai sélectionné. Et avec cela, nous arrivons officiellement au module numéro 2, où nous comprenons au-delà des bases de Figma. Maintenant, les choses vont devenir plus intéressantes. Avant de vous expliquer exactement à quoi sert le panneau de conception et comment il change, je veux que vous compreniez le concept de cadre par rapport au groupe. Je vais maintenant expliquer ce que cela signifie. Revenons à notre plan gratuit et laissez-moi tout supprimer. Voyons ensemble. Si je crée 2 rectangles d'accord, je vais à mon remplissage et je peux aussi taper le nom de la couleur. Et je vais le créer en bleu. Si je prends les deux et que je fais commande G, cela créera un groupe. Maintenant, je peux créer une autre paire des mêmes rectangles. Et si je dois dupliquer, ce que je peux faire, c'est maintenir ma touche de commande et cliquer sur ce rectangle. Maintenir. La touche Maj, cliquez dessus à nouveau. Maintenant, j'ai sélectionné les deux. Fondamentalement, la touche commande vous permet de naviguer dans la sélection, aussi appelée sélection approfondie. Car sans maintenir la touche commande, un clic sélectionnerait le groupe. Si je dois choisir quelque chose de très précis, l'élément exact sur lequel je travaille, je vais maintenir la touche commande. Donc je vais prendre cela et en faire une copie. Et je vais les sortir du groupe. Et maintenant, si je fais commande G, encore une fois, vous remarquerez qu'ici, cela indique un groupe. D'accord, je peux cliquer ici. Et je peux sélectionner cadre lorsque je clique sur cadre. Remarquez ce qui vient de se passer. Tout d'abord, vous voyez le mot cadre 2. Les noms de groupe ne sont pas visibles sur la toile. Dans cadre, si je sélectionne mon rectangle gris, vous verriez ce qu'on appelle contrainte. Si je sélectionne mon rectangle dans le groupe, vous ne verrez pas de contrainte. Alors la question est qu'est-ce que sont exactement les contraintes? Parce que c'est la seule chose qui rend un cadre si différent d'un groupe. Avant de continuer, j'aimerais juste souligner le fait qu'il y a une autre chose appelée la section de prototypage juste à côté du design. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre si vous appuyez sur Shift E. Mais comme c'est la première session, nous ne rentrerons pas dans le mode prototypage. Alors assurez-vous toujours que le mode design est activé. Si vous êtes en mode design et ne voyez pas les paramètres d'édition dans un fichier Figma, cela signifie probablement que vous n'avez pas l'accès à son édition. Assurez-vous simplement d'avoir accès à l'édition. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionnent les contraintes. Pour faire cela, je vais créer un nouveau cadre d'accord et faisons-en un grand. Et supposons que ceci est un écran. Et j'ai un bouton en bas. Supposons que ce rectangle soit un bouton. Commande R me permet de renommer ça. Puis ce que je peux faire. Oups, j'ai actualisé. Sur Safari, commande R est pour actualiser. Nous pouvons simplement aller ici. Et pour le renommer, c'est Shift commande R. J'appellerai ça Button. Techniquement, si la largeur de mon téléphone s'agrandit, je veux que le bouton s'étire aussi. Le bouton ne restera pas ici. Alors, que puis-je faire? Ce que je peux faire, c'est en fait éduquer Figma à ce que ce bouton ait certains comportements lorsque la taille de l'écran change. Il y a cette chose appelée design réactif. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Si je vais sur anchmera.com, voici à quoi ressemble mon site web. Un site web décent que j'ai créé il y a 3 ans, je pense. Maintenant, si je devais l'étirer, je retire cet onglet. Si je devais étirer cela, pouvez-vous voir comment les éléments changent de taille? Pouvez-vous voir comment cette chose change de taille? Ça réagit en quelque sorte. D'accord, donc vous pouvez voir comment il rétrécit. Vous remarquerez également que lorsque j'élargis la largeur, les éléments se réorganisent eux-mêmes. Donc à ce stade, ces 3 icônes sont dans une rangée horizontale. Mais après une certaine largeur, ils deviennent verticaux, ce qui signifie que ce n'est pas seulement une question de réduction, mes éléments se réorganisent réellement. Il y a donc 2 concepts que je souhaite introduire. Le concept numéro 1 est celui de la réactivité, c'est-à-dire que lorsque votre écran change, les éléments s'agrandissent ou se réduisent. On appelle cela être réactif. L'autre chose s'appelle l'adaptabilité, ce qui signifie que lorsque vous bougez d'une largeur à une autre, les éléments eux-mêmes changent. Ils ne se réduisent ou ne s'agrandissent plus simplement. Ils changent réellement. Par exemple, si je vais sur Twitter, vous verrez qu'à cette largeur, il n'y a que des icônes. Mais au-delà d'une certaine largeur, vous avez aussi ces choses-là. Maintenant, si je le réduis vraiment beaucoup, vous réaliserez qu'à un certain point, vous avez juste ça. Donc ce n'est pas seulement une question de déplacement d'éléments, les uns les autres, ou d'expansion ou de rétrécissement tout simplement. Ils changent aussi, donc vous avez moins d'éléments. Comme vous avez moins de biens immobiliers. Maintenant, les contraintes nous aident dans le design réactif. Pas un design adaptatif, mais dans le design réactif, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Je vais sélectionner ce bouton, et juste ici, vous avez ce panel de contraintes. Maintenant, laissez-moi zoomer juste ici, et laissez-moi simplement cacher ma barre latérale. Ignorez cette chose compliquée, et comprenez simplement que vous avez 2 catégories de contraintes. Vous avez des contraintes horizontales, et vous avez des contraintes verticales, c'est tout. Soit sur cet axe qui est votre axe X, ou sur l'axe des Y. Maintenant, dans les contraintes, horizontales ou verticales, vous avez plusieurs options. Maintenant, quel est le comportement souhaité que je veux ici? Je veux que ce bouton s'étire. Ce qui signifie que ce bord gauche et ce bord droit, ils doivent coller au bord de mon écran. Si je vais à la contrainte horizontale et clique sur gauche et droite. Maintenant, quand j'étends la largeur de mon cadre, vous vous rendrez compte que le bouton suit la largeur, c'est cool, non? Parfois, vous avez un logo qui est probablement comme ça, et je ne veux pas que le logo s'étire de gauche à droite. Donc je veux m'assurer que si mon logo est à gauche, il reste à gauche dans ce cas. Ma contrainte horizontale doit être à gauche. Il y a beaucoup d'applications où vous avez un CTA circulaire. Gmail l'avait, et c'est ce qu'on appelle un bouton FAB. F-A-B, qui signifie bouton d'action flottant si je devais le rendre rouge. Parce que c'est à quoi il ressemblait, je veux que ce bouton soit collé sur le côté droit. Ok, donc ici je vais sélectionner ce bouton, et dans ma contrainte horizontale, je vais sélectionner droite. Parfois vous avez une pop-up flottante et vous ne voulez pas que cette pop-up change, n'est-ce pas? Vous voulez que cette pop-up soit au centre, peu importe la largeur de la fenêtre. Même lorsque vous ouvrez un site web sur votre ordinateur, la largeur de la pop-up est indépendante de la largeur de l'écran de votre ordinateur portable. Dans ce cas, vous aurez centre. Donc une fois que j'étire ceci, vous verrez que ma pop-up reste au centre et que mon bouton d'action flottant est épinglé sur le côté droit. Maintenant, mon doute est, que se passe-t-il si j'augmente la hauteur? Cela signifie que si je prends ce cadre et réduis la hauteur comme ceci, pouvez-vous voir comment les éléments sont simplement en désordre? Parce que nous n'avons pas défini les contraintes verticales. Donc, tout comme l'horizontale, si je sélectionne quelque chose qui est à l'intérieur d'un cadre, je peux aussi définir ces propriétés juste ici qui peuvent être soit haut et bas, centre. Et échelle maintenant, beaucoup de gens disent que nous comprenons le haut, nous comprenons le bas. Qu'est-ce que serait le bas? Je veux que ce bouton soit collé en bas, donc il sera à droite sur l'horizontale et en bas sur le vertical. Cette chose est aussi centrée verticalement, centrée également horizontalement. Cette chose ici verticalement doit être en haut et horizontalement à gauche. Donc, maintenant, quand j'étends ça, voyez ce qui se passe. C'est fixé à la surface de façon extrêmement dynamique. Maintenant, faisons un exemple pratique. Supposons que je crée une application qui enseigne aux designers UX. On design UX. Et j'ai mon fichier Figma juste ici, donc si je sélectionne ce cadre, si je retire ça, c'est un groupe, je l'enlèverai. Si je devais enlever le téléphone, d'accord, et juste vous montrer les designs. Si je l'étire, vous vous rendrez compte que rien ne s'active.
Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un groupe à l'intérieur du groupe. J'ai un cadre, donc d'abord je vais sortir le cadre. Maintenant, je vais prendre ce cadre qui est comme ça. Et disons simplement que je clique sur la petite icône qui s'appelle réduire la largeur. Donc il dit redimensionner pour s'adapter, ce qui signifie que s'il y a quelque chose à l'intérieur, cela va se réduire à cette limite. Mais ça ne marche pas. Si j'essaie de garder ce cadre ici et de prendre cette partie. D'accord. Cette icône ici, appelée mise en page automatique, évite de vous perdre dans les détails. Imaginons que c'est un groupe et que je souhaite le garder au centre. Je vais le changer passant de cette chose à cette chose qui est laissée au centre. Maintenant, quand j'étire ma largeur, vous réaliseriez que cela vient au centre. Vous voyez l'image de base et cette chose juste ici. Ce sont deux images de base différentes. Je vais sélectionner ces deux-là. Et au lieu du centre, je vais les mettre à gauche et à droite. Pas au centre, si je le mets au centre. Ils restent au centre, mais je ne veux pas ça. Je veux qu'ils s'étendent sur toute la largeur. Je vais donc le faire à gauche et à droite. Maintenant, quand j'étire ma largeur, voyez, ça marche bien. J'ai mon grand logo. Je vais faire cela à gauche et à droite. Vous voyez cette image juste ici qui est moi en tant que personne. Je peux centrer ça. Quand je centre ça, tandis que je m'étire, les choses progressent bien. Mais vous réaliseriez que cette image a des limites spécifiques. D'accord. Il y a donc une certaine limite à cela. C'est pourquoi elle est en quelque sorte coupée. Mais je pense que maintenant, vous avez saisi son principe de fonctionnement. Donc, concernant vos boutons CTA, vos boutons Fab, toutes ces choses nécessitent des contraintes. Et cela vous aide surtout en conception responsive. Pas en conception adaptative même, lorsque nous abordons certains de ces composants iOS. Si je sors ce clavier, si vous visitez un système de conception réussi sur la communauté Figma, si vous ouvrez n'importe quel fichier UI bien défini, vous remarquerez toujours qu'ils ont des contraintes définies. Donc peu importe comment je les étire, ils se comporteront toujours correctement. Et votre devoir peut être de simplement aller télécharger l'un de ces fichiers, cliquez dessus et voyez quelles contraintes ils ont. Bien sûr, il y a maintenant des icônes bleues ici. Avec le temps, vous comprendrez son fonctionnement. Mais mon point est que les contraintes ajoutent de la vie à un composant. Ceci est un composant. Donc quand j'étire, ils sont extrêmement réactifs. Ils savent comment s'adapter. D'accord, maintenant nous savons quelque chose sur les contraintes. Vous ne serez pas effrayé lorsque nous discuterons du panneau de conception sur le côté droit. Vous remarquerez également que nous avons sauté les actions. Nous couvrirons ces points plus tard. En haut à droite, vous avez votre visage ici, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez voir si quelqu'un d'autre est sur le fichier Figma. Après avoir cliqué sur cette personne, vous pourrez suivre son curseur. En cliquant sur Partager, vous pouvez toujours inviter d'autres collaborateurs ou copier le lien. Nous verrons ces détails aussi. Figma vient d'introduire cette chose appelée mode développeur. Lorsque vos designers sont également dans le fichier Figma, en mode développeur, tout change et vous avez juste des détails techniques sur chaque fichier. Vous n'en avez pas encore besoin. C'est encore pour le mode prototypage. Et bien sûr, vous avez également des options de zoom avant et arrière. Mais nous n'avons pas à passer par toutes ces choses maintenant. Bien sûr, parfois, si vous sentez que les curseurs multijoueurs vous distraient, vous pouvez cliquer sur ça. Figma a également un menu rapide qui est commande /, donc en faisant ça, il s'ouvre. Et vous pouvez littéralement faire et rechercher tous vos plugins en un seul endroit. C'est donc un raccourci utile à savoir. Mais revenons aux bases. Maintenant, nous comprenons exactement ce qu'est le panneau de conception. Et bien sûr, c'est très intimidant. Mais en réalité, c'est très utile. Nous aborderons ces éléments un par un. Sur le panneau droit, vous pouvez basculer entre le design et le prototype. Et comme je l'ai dit avec Shift-E et commande barre oblique inversée, ça cache tout. Et si vous faites commande Shift barre oblique inversée, ça cache simplement le panneau de calque à gauche. Parce que souvent, vous voulez juste concevoir des choses, sans que ces choses disparaissent. Parce que je n'ai peut-être pas besoin du panneau des calques, mais j'aurai peut-être besoin de ces choses à portée de main. Donc, maintenant que les bases sont terminées, décomposons le panneau de conception et comprenons toutes ces fonctionnalités une par une. Voyez en haut, vous avez les options d'alignement. Et dans l'alignement, vous avez en fait deux sous-catégories. Ces icônes ici font partie de l'alignement, mais celles-ci font partie de la distribution que nous couvrirons dans une minute. Concernant l'alignement maintenant, la façon dont Figma voit l'alignement est captivante. Je crée simplement un cadre d'accord. Et ensuite je vais appuyer sur O et je vais créer une ellipse. Maintenant, si j'appuie sur ce bouton ici qui est aligné à gauche, il alignera le bord gauche de mon ellipse à son conteneur parent. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Une fois que... Laissez-moi ramener le panneau de calque. Disons que je peux créer un cadre dans un cadre. D'accord, maintenant laissez-moi appeler cela cadre intérieur. Et maintenant je vais créer une ellipse.
Et ce que je peux aussi faire, c'est si je vais sur le côté droit et clique sur l'icône de remplissage. Mince, si je clique sur cette icône de remplissage, je peux ajouter une couleur à mon cadre intérieur. Donc je vais taper rouge. Maintenant, une fois que je sélectionne cette ellipse ici, faisons simplement une ellipse plus simple. Si je clique sur aligner à gauche, alors il ne s'aligne pas à gauche par rapport à mon cadre le plus extérieur. Il s'aligne sur le conteneur parent. Dans ce cas, cette ellipse est un enfant du cadre intérieur. Donc tout l'alignement se fait par rapport aux parents. Maintenant, vous pouvez aussi avoir n'importe quoi qui est sans cadre. Je garde ce rectangle. Et je garde un rectangle plus petit. Et si je les sélectionne tous les deux, ils ne sont pas dans le cadre. Mais je les ai sélectionnés. Et si je fais ça, si je clique sur cette icône ici qui aligne les centres verticaux, ils seront alignés comme ça. À travers l'axe des X, y avait-il un conteneur parent ici? Pas du tout. Mais ils étaient alignés par rapport à l'autre. Quand vous sélectionnez, donc bien sûr vous avez alignement à gauche et à droite. Puis vous pouvez aligner les choses le long de l'axe Y ou le long de l'axe X. Et Figma les appelle centres horizontaux et centres verticaux. Pourquoi ils diraient ça? Parce qu'une fois que je sélectionne ces choses, si je les aligne sur l'axe des X techniquement, j'aligne leurs centres verticaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est leur centre vertical. Correct, c'est le centre vertical. Et si je le fais de cette façon et le mets comme ça, probablement que cette chose est le centre vertical pour cela. Et quand j'utilise ce raccourci, ces centres verticaux sont sur la même ligne, donc il y a une ligne qui les traverse. En utilisant ce raccourci, j'ai créé une mauvaise image. Mais oui, je pense que vous avez compris. Pour sélectionner plusieurs couches, faites simplement ceci. Il suffit de cliquer sur Shift. Donc je peux avoir plusieurs formes comme ça. Je peux appuyer sur Shift et simplement aligner, comme ça, d'accord. Donc ensuite, nous arrivons à l'alignement, et il y a quelques raccourcis que vous pouvez utiliser. Et bien sûr, help.figma.com a tous ces raccourcis facilement disponibles. La dernière icône de ce panneau est pour la distribution. Maintenant, dans la distribution, vous avez rangé. Vous avez répartir l'espacement vertical et répartir l'espacement horizontal. Maintenant, comprenons ce que c'est. Disons que je fais un rectangle. Je fais un rectangle plus grand, puis je fais une ellipse, et tous sont espacés. Si je les sélectionne, je peux bien sûr les aligner. Mais si je veux que l'espacement entre eux soit égal, je peux soit cliquer sur ce petit bouton juste ici, ou je peux aller au bouton en haut à droite, et tout d'abord cliquer sur Ranger. Quand je fais ranger, l'espacement entre eux devient égal. Maintenant, si je le remets en désordre, de cette manière, voilà. Sélectionnez-les à nouveau. Si je sélectionne répartir l'espacement vertical, j'obtiendrai un résultat très désordonné. Vous ne percevez aucune différence réelle, parce qu'ils sont en réalité proches d'être alignés sur l'axe des X. Donc si je vais ici et que je fais répartir l'espacement horizontal, leur espacement est maintenant égal, mais vous ne pouvez pas le voir car les formes sont très étranges. Donc si je devais créer des carrés égaux, et j'ai fait ça en maintenant la touche Shift enfoncée, et si je les sélectionne tous, allez ici et faites répartir l'espacement horizontal, cela les alignera sur l'axe des X. Et de même si vous avez des choses vraiment très espacées, ou verticalement, vous les sélectionnez. Alignez-les, allez ici, et faites répartir l'espacement vertical. La chose est que lorsque je les sélectionne, ces deux sont pour un alignement unidimensionnel, soit sur l'axe des Y, soit sur l'axe des X, mais rangé, et pour l'alignement bidimensionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je duplique ceci, et oups, commande Z et je les éparpille un peu partout, je peux sélectionner tout cela, aller ici et cliquer sur cette icône de grille, ce qui signifie essentiellement qu'ils ont tous été rangés. Maintenant, la partie amusante est que je peux obtenir le même résultat en cliquant ici. Et une fois qu'ils sont sélectionnés dans mon panneau de conception, sous toutes ces options, vous avez ces deux éléments ici, qui est l'espacement horizontal et l'espacement vertical. Si j'appuie 80 ici et 80 ici, ils seront tous maintenant correctement espacés. Un autre raccourci énorme est que vous pouvez ajuster leurs espacements grâce à ces poignées juste ici. Une autre chose, disons simplement que je colore les alternatifs. Rendons-les rouges. Je peux en fait tous les sélectionner et les glisser dans cette zone de grille. Je peux donc les mettre à n'importe quel endroit uniforme. Très facilement et toute la structure d'espacement resterait statique, ce qui est très utile. Maintenant, j'aimerais voir avec vous quelques raccourcis rapides. Tout d'abord, maintenant que nous avons couvert l'alignement, nous devons ensuite apprendre le positionnement. Donc le Caneva Figma que vous voyez, si je zoome vraiment beaucoup, vous vous rendrez compte qu'il a en quelque sorte une limite. D'accord.
Cela pourrait sembler infini, mais en réalité, ce ne l'est pas. La limite est de 65 000 pixels, ou sur chaque axe. Donc supposons que cette toile a un point central. Vous pouvez étendre 65 000 pixels en haut et en bas, et 65 000 à gauche et à droite. Maintenant, sur cette toile entière, si je crée un cercle, et que je vais ici pour mettre 0 sur l'axe des X et 0 sur l'axe des Y, si je dézoome, tu te rendrais compte que tu ne le trouves pas si facilement. Où est-il? Ici. Cela signifie que c'est le point central de ce fichier Figma. Mais ça ne fait rien. La partie utile est celle-ci. Je peux sélectionner n'importe quelle couche et la déplacer le long de l'axe X et de l'axe Y. Mais généralement, les gens ne tapent pas ce qu'ils font. Ils utilisent la touche Maj et la flèche. Donc si j'appuie plusieurs fois sur O, un pixel, vous le verrez bouger. Donc si je mets ça à 320, je peux prendre ceci et appuyer sur haut et bas pour le déplacer. Mais cela prend beaucoup de temps. Vous pouvez employer des valeurs nudge. Donc ce qui se passe, c'est que si je maintiens la touche Shift, je peux me déplacer rapidement par incrément. Et vous pouvez remarquer maintenant que les incréments sont de 10 en moins. Vous pouvez toujours faire commande / taper le mot nudge et changer la quantité à 8 pixels, ce qui est très prudent parce que, en général, on suit une grille de 8 pixels, donc se déplacer en multiple de 8 est sûr. Donc vous avez la largeur, la hauteur et ce qu'on appelle proportion de contrainte. Ce que cela signifie lorsque je déplace tout ça. Disons que je crée un cadre avec des proportions limitées. Si je réduis la largeur, la hauteur se réduit également proportionnellement. Si je décoche contraindre les proportions, si j'augmente ma hauteur, la largeur n'est pas affectée. Un autre raccourci rapide. Pour retourner horizontalement, utilisez Shift H. Pour retourner quelque chose verticalement, utilisez Shift V. Et cela s'applique à tout. Je peux littéralement prendre ce cadre et faire Shift H et ça le reflètera. Je vais faire Shift V pour le retourner, verticalement. Il y a une autre chose qui s'appelle l'index Z. Et nous ne couvrirons pas encore cela, mais juste pour vous faire comprendre comment cela fonctionne. Cette carte n'est visible que parce qu'elle est au-dessus de ce papier quadrillé. Il y a un papier quadrillé, et vous avez une image dessus. Donc, l'axe Z est essentiellement le troisième axe si vous avez quelque chose au-dessus de quelque chose. L'indice Z est plus élevé. C'est un outil pour les développeurs. Pas besoin de vous en préoccuper, mais vous pouvez toujours vous informer. Une autre fonctionnalité puissante est l'ajout de mathématiques ici. Donc, je peux écrire plus 34 et ça fonctionnera. Je peux dire prendre cette parenthèse entière divisée par 2 plus 12 et ça calculera toujours. Ainsi, vous pouvez réaliser des opérations mathématiques très facilement. Et bien sûr, vous pouvez faire du scrubbing indéfiniment. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Maintenant, avant de nous plonger dans les détails du panneau de conception, je souhaite rapidement revenir sur le panneau des calques. C'est très important. Prenons ces 3 diapositives d'accord et je vais les dupliquer visuellement sur la toile. Vous pouvez les voir sur la gauche, au milieu, à droite. Si je les sélectionne tous, disons que je renomme ceci en diapositive 1, diapositive 2, diapositive 3. Si je bouge la diapositive 3, ici est la diapositive 1, sur le côté droit, vous réaliserez que dans mon panneau de calque, l'ordre n'est pas affecté. Il indique toujours diapositive 1 en haut, puis diapositive 2, puis diapositive 3 visuellement. L'ordre n'influence pas le panneau de calque. De même, si je déplace mon panneau de calque, la toile n'est pas affectée. Donc ces deux choses sont complètement détachées. Pourquoi est-ce important? Il y a cette chose appelée renommage par l'autre. Disons que je veux exporter ceci en JPEG, peut-être pour une présentation si je sélectionne tout ceci, et que je fais commande R et renomme cela pic tiré du milieu. Et puis dans le renommage par l'eau, vous pouvez avoir des raccourcis. Donc si je clique sur ce numéro, en montant, il écrira $NN. Et vous pouvez voir un petit aperçu ici. Si je supprime un N, il les nommera simplement en pic 1, pic 2 ou pic 3. Si je renomme ceci, vous vous rendriez compte qu'il l'a renommé dans le mauvais ordre. Je veux que l'image du côté gauche soit l'image numéro 1 et celle de droite soit l'image numéro 3. Visuellement, ça doit aller, vous le savez, de 1 à 2 à 3. Donc en gros, le renommage est indépendant de la façon dont les choses sont sur la toile. Le renommage dépend de votre panneau de calque. Ici, c'est pic 1, pic 2, pic 3. C'est absolument parfait. Visuellement, c'est faux, car le renommage dépend de l'organisation de vos éléments sur le panneau des calques. Mais maintenant, vous n'avez pas le temps de faire correspondre le panneau des calques avec ce qui est là visuellement. C'est donc ici que vous utilisez ce plugin appelé plugin de tri.
je peux sélectionner tout cela. Allez à ce panneau, cliquez sur Plugin et tapez Sortez, trieur en anglais. Oups, Sortez, et vous pouvez l'installer. Une fois que vous l'avez installé, je peux sélectionner tout cela. Faire commande /, taper Sortir et sélectionner position de tri. Une fois que je fais ça, vous verrez une notification. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, la façon dont j'ai arrangé ces éléments visuellement est exactement comment ils sont arrangés dans le panneau des calques. Donc vous triez quelque chose. Vous faites commande R et tapez New- du milieu de l'arène. Et maintenant, il est renommé dans le même ordre exact. Par exemple, toutes ces diapositives que vous pouvez voir, les diapos 43, 44, 45, je les trie d'abord, puis je les renomme en low et ensuite je les export. Un autre raccourci rapide est qu'une fois que vous sélectionnez un cadre, si vous appuyez sur Entrée, il sélectionnera tout à l'intérieur du cadre. Si j'appuie sur Tabulation, il sélectionnera le premier élément. En appuyant de nouveau sur Tabulation, on passe à l'élément suivant, et ainsi de suite. Si j'appuie sur Tabulation puis sur Retour de nouveau, tout à l'intérieur de ce cadre sera sélectionné. Ensuite, je peux appuyer à nouveau sur Tabulation. Voilà comment naviguer sans utiliser votre souris. Si je fais Maj Retour, il reviendra aux parents un niveau au-dessus. Si je fais Maj Retour encore, il reviendra aux parents encore. Maintenant, si j'appuie sur Tab, il passera à la prochaine diapositive car je navigue actuellement entre les cadres parents. Si je fais Maj Tab, je reviendrai à l'élément de liste précédent. Donc Retour est pour aller à l'intérieur. Tab c'est pour que tu saches, en quelque sorte, circuler entre l'une de ces options. Donc si je vais ici, appuie sur Retour et Tab. Je peux le faire de cette façon. Si j'ai plusieurs couches, et si je dis clic ici, appuyer sur Tab, je peux faire Shift Tab et aller en arrière. Donc Shift est essentiellement pour vous pour inverser l'ordre. Je pensais juste que j'expliquerais ces raccourcis rapides avant que nous avancions. Maintenant, nous avons sélectionné ce fichier ici, et vous pouvez voir cette chose, appelée mise en page automatique. On verra cela plus tard. Les contraintes, je vous les ai expliquées. La grille de mise en page. Nous le verrons plus tard. Le prochain élément de base est celui des modes de fusion. Tout ce que vous mettez sur votre cadre est essentiellement une couche. Ok. Maintenant, cette couche a des modes de visibilité et un mot sophistiqué pour la visibilité est mode de fusion. Donc vous voyez ce truc appelé pass-through. Si je passe de pass-through à normal, darken, multiply, color burn, vous avez essentiellement différentes façons. Cette chose va en quelque sorte s'intégrer, se fondre. Maintenant, le mode de fusion n'est pas pour une seule couche. Une couche est mélangée au-dessus d'une autre couche. Donc, assurez-vous que les modes de fusion fonctionnent si vous n'avez que 2 images. Nous n'entrerons pas trop en profondeur, car c'est souvent utilisé par les graphistes. Quand nous ferons des vidéos plus détaillées, nous aborderons cela. Mais l'essentiel à saisir est que vous avez 16 modes de fusion. Et le meilleur est que si je dis créer un cadre et créer un rectangle comme ça, vous avez un mode de calque qui définit mon mode de fusion. Vous avez une opacité globale et juste en dessous de votre calque, vous avez le remplissage. Donc si je clique sur remplissage, je peux choisir entre les couleurs. Et bien sûr, nous avons créé des vidéos détaillées sur les styles de couleurs. Nous enseignons sur le cercle de teinte, l'alpha, quand la couleur a une opacité 0, une capacité maximale. En cliquant ici, vous obtenez vos dégradés. Donc, le dégradé a par défaut une seule couleur. Pour ajouter la couleur suivante, cliquez sur ce point et ensuite augmentez l'alpha. Et ensuite rendez la couleur légèrement plus sombre. Et ensuite, vous pouvez bouger les directions, comme ça parce que c'est un dégradé linéaire. Vous avez comme une ligne droite. Si je passe de linéaire à radial, alors vous aurez quelque chose qui semble circulaire. Vous pouvez aussi avoir angulaire. Je n'utilise jamais angulaire, je n'utilise jamais non plus diamant, je ne passe qu'entre radial ou linéaire. Vous pouvez aussi sélectionner une image en cliquant sur « Choisir une image » pour définir n'importe quel fond, et ensuite passer par ces filtres. Et maintenant, vous pouvez également télécharger des vidéos. Nous verrons ces styles de remplissage en détail. Il y a aussi cette chose appelée bibliothèque, que nous ne verrons pas encore. En gros, vous pouvez sauvegarder une couleur spécifique, donc vous n'avez pas à sélectionner ces codes hexadécimaux encore et encore. Ensuite, nous arrivons au panneau de typographie. Donc vous avez peut-être remarqué que lorsque je sélectionne une couche, elle a des couleurs et d'autres éléments. Mais lorsque je sélectionne du texte, vous avez un panneau dédié qui est très similaire à ce que nous avions l'habitude de voir sur Microsoft Word ou Bloc-Notes. Alors passons en revue le panneau typographique un par un. Maintenant que nous avons fait les bases, il est temps de comprendre la typographie. Très peu de vidéos Figma détaillent ce panneau. Honnêtement, je constate de nombreuses graves erreurs commises par des designers lorsqu'ils définissent leur style de typographie, simplement par manque de compréhension de ce panneau. Voici une capture d'écran téléchargée sur Figma Learn.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essentiellement numéroté chaque élément que vous voyez dans ce panneau. Nous allons donc décomposer chaque chose une par une. Le premier élément est ces 4 points, qui sont pour les textiles. Nous ne verrons pas encore ça. Mais juste pour vous donner une explication rapide, lorsque vous créez une application ou un site web, il y a un nombre limité de tailles de police. Des polices limitées, des options limitées que vous déclarez, et vos designers et développeurs ne peuvent utiliser que ces ensembles spécifiques. Donc, les styles sont principalement vos options intégrées à votre système de style typographique. Nous en parlerons plus tard. En seconde position, vous pouvez choisir la police. Par défaut, toutes ces polices de caractères proviennent soit de votre ordinateur installé localement, soit de Google Fonts. Je recommande à tout le monde d'utiliser Google Fonts dans leurs projets open source, car Google Fonts supporte beaucoup de poids. Elles sont gratuites et très faciles à charger. Elles sont aisément disponibles dans Figma. Donc, quand votre fichier Figma est ouvert sur un autre ordinateur, ils n'ont pas à installer de polices supplémentaires. Et vous pouvez tous voir l'aperçu ici. Vous pouvez chercher les polices ici et troisièmement, notez le poids de la police. Donc disons que je sélectionne cette police ici. J'ai sélectionné inter et ensuite j'ai de mince à noir, donc mince serait super mince, et noir va être super gras. Et ensuite vous avez aussi des italiques minces, puis des gras minces, et tout ce qui s'ensuit, donc c'est ici que nous introduisons le concept de poids de police. Ensuite, nous avons la taille de la police qui, encore une fois, a tous ces chiffres de 10 à 128, mais pour être honnête, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Maintenant, je ne recommande à personne d'utiliser des tailles de police inférieures à 12 pixels. Tout en dessous de 12 pixels est inaccessible. Peu importe la conception. Assurez-vous de ne pas dépasser 12 pixels lors de la déclaration de vos styles de texte. Ensuite, il y a la hauteur de ligne, qui est ceci. La hauteur de ligne est désormais cruciale. Permettez-moi d'expliquer ce que ça signifie. Supposons que la hauteur de ce texte ici est X, et cette police ici est de 36 pixels. Visuellement, vous pourriez avoir l'impression que cette couche commence ici et se termine ici. Mais en réalité, lorsque je clique dessus, vous réalisez que c'est la boîte de délimitation. C'est la limite. Et vous pouvez voir beaucoup d'espace en haut. Et beaucoup d'espace en dessous. Maintenant, comment cela? Importer. Si je prends une copie de ceci et que je sélectionne les deux ensemble, l'espacement entre eux aux yeux de Figma est de 0 pixel. Visuellement, je perçois un grand espace quand je vois ça. Pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il y a une hauteur de ligne de 160%. Si je clique ici, je peux tout supprimer et spécifier soit la hauteur de ligne en pixels clairs, soit en pourcentage. Si je mets 100%, vous vous rendrez compte que maintenant ma hauteur de ligne est super proche des bords. Elle ne touche pas exactement le sol ou le plafond, mais elle est super proche. Maintenant, si je la réduis encore plus, vous vous rendrez compte qu'elle peut devenir vraiment très petite. Jusqu'à 73,5%. Nous avons réalisé une vidéo intitulée « Déclarez vos systèmes de type » qui fait partie de notre cours de design UX en 15 épisodes disponibles gratuitement sur YouTube. Lorsque vous déclarez vos titres dans les titres, gardez toujours une hauteur de ligne de 100%. Mais lorsque vous créez des paragraphes, dites « Voici un paragraphe de 2 lignes ». Dans ce cas, vous ne pouvez pas avoir votre texte si proche. Donc dans les paragraphes, il est recommandé de garder 135. Maintenant, ce que beaucoup de gens font, c'est que parfois leur titre est aussi sur 2 lignes, donc vous pouvez dire que c'est un long titre sur 2 lignes. À mesure que la taille de la police augmente, il est préférable de la maintenir à 90. Si vous avez un titre, alors pour les titres, ils maintiennent habituellement 150% d'espacement entre les lignes, car les titres ressemblent à ça. Donc pour les petits textes, on préfère généralement 135% ou 130% et pour les titres. Gardez 150%. N'écrivez jamais explicitement les hauteurs de ligne en pixels. Même si lorsque vous entrez dans le mode développeur, quand le développeur le voit, il voit toujours la hauteur de ligne comme un calcul de 135 pixels. Ils peuvent donc mettre 150%, mais beaucoup de développeurs préfèrent rester extrêmement explicites. Mais je recommanderais de garder 135 et 150 pour vos titres. Puis vous avez votre espacement de lettres. Vous pouvez remarquer que j'ai gardé moins 2%, donc en gros c'est l'espace entre les lettres. Si je réduis ça, mes lettres vont simplement se rapprocher trop l'une de l'autre. Maintenant par défaut, l'espacement des lettres à 0 est assez large. Donc les gens utilisent généralement moins 2 quand ils font entrer, c'est simplement mieux. Ensuite, vous avez l'habillage du texte. Il y a encore une chose qui est cette chose juste ici. Il s'agit de l'espacement de vos paragraphes. Disons que c'est une phrase.
qui est assez longue. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais ainsi réduire la largeur. D'accord, et gardons la hauteur de ligne à 135%. Maintenant, je vais appuyer sur Entrée. C'est mon deuxième paragraphe. Maintenant, parce que j'ai appuyé sur Entrée, j'ai deux phrases correctes. Mais visuellement, pouvez-vous voir une différence? Pas du tout parce que mon espacement de paragraphe est de 0. Donc si j'augmente cette chose, dans le même intervalle, quand j'appuie sur Entrée, dans l'esprit de Figma, il sait maintenant qu'Anch a créé un nouveau paragraphe dans la même couche de texte. L'espacement des paragraphes est maintenant augmenté. Sur le suivant, Ensuite, nous avons toutes ces options avec l'habillage du texte. Alors, disons simplement que je continue avec cette phrase ici. Supprimons tout et gardons cette chose ici. Si je l'étire, cela vient en une seule phrase. Si je réduis la largeur, alors mon conteneur met une restriction sur mon texte. Plutôt, mon texte définissait la largeur de cette couche, mais désormais j'ai établi une limite. Maintenant, si je clique sur ce bouton juste ici, largeur automatique, alors il s'assurera toujours que la boîte de délimitation de mon texte est directement proportionnelle au nombre de caractères dans le texte. Mais si je clique sur cette chose et la bouge, alors je suis entré dans le deuxième mode qui est votre hauteur automatique. Ce qui signifie que j'ai défini la largeur. C'est juste la hauteur qui va changer, donc je peux écrire ce que je veux et la hauteur s'ajustera. Mais la largeur ne s'ajustera pas dans ce cas. Il n'y a pas de hauteur, n'est-ce pas? Donc ça s'étend à l'infini. Et puis votre troisième boîte juste ici. On appelle ça une taille fixe. Qu'entends j'ai ici? Dans ce cas, la boîte limitante est indépendante. Elle ne se soucie pas de ma taille. Donc si je colle ceci encore et encore, vous vous rendriez compte que même si mon texte déborde, la boîte de délimitation est toujours là. Maintenant, en quoi cela change-t-il? Parce que si je prends cette chose ici, et disons que je la rends rouge, je vais sélectionner ces deux couches aux yeux de Figma. Même si je dis de répartir l'espacement vertical et de garder l'espacement à 0 pixel, ça se chevauche toujours car Figma le considère comme la première boîte. C'est la boîte numéro 2 et tout le texte déborde. Ce sont donc vos propriétés de débordement. Ensuite, vous avez l'alignement horizontal et vertical qui est très simple. Alignement à gauche et central. Alignement à droite et ensuite. Parfois, ce qui se passe, c'est que bonjour, si je le mets en alignement à gauche, je peux en fait augmenter la boîte de délimitation et le garder au milieu de la boîte de délimitation afin que cela puisse être centré. Et au milieu, il peut aussi être en bas. Et il peut aussi être fixé au plafond. Vous avez aussi quelques paramètres avancés. En bref, c'est ici que vous pouvez ajouter des soulignements, des barrés, des majuscules, des points de liste. Toutes ces choses, donc vous pouvez toujours les explorer. Après la vidéo, donc maintenant que notre typographie est terminée, nous arrivons aux remplissages et aux traits. Ce sont donc les deux panneaux sous votre remplissage. Une fois ce titre sélectionné, vous remarquerez que j'avais bien sûr le panneau de texte. Mais j'avais aussi l'option de remplissage où par défaut la couleur est blanche. Donc je peux changer la couleur comme je veux. Et vous verrez tous les changements se refléter en temps réel. Je peux aussi ajouter un dégradé, où je peux sélectionner le deuxième dégradé et le rendre légèrement gris. Mais rien ne se passera parce que mon alpha est à 0. Donc vous devez augmenter l'alpha et probablement le rendre gris. Et ensuite, placer les titres ici, pour que vous ayez un bel effet d'ombre. C'est un effet couramment utilisé par de nombreux designers. Si je clique sur ce bouton moins, le remplissage disparaîtra. Donc le texte est là, parce qu'il n'y a pas de remplissage, je ne peux pas le voir, donc je devrais cliquer à nouveau sur plus. Et la meilleure chose à propos de Figma est que vous pouvez avoir plusieurs couches à l'intérieur du remplissage. Donc vous pouvez dire que j'ai une opacité noire à 20%, j'ai du blanc à 100%. Et j'ai du noir à 20%, je peux aussi avoir du rouge. Qui est comme un rouge subtil à peut-être 35%. Vous pouvez donc avoir plusieurs couches. Comme les styles de texte, il existe des styles pour le remplissage. Mais nous n'allons pas nous y attarder maintenant. Mais l'important est que vous oscillerez généralement entre les remplissages, les traits et les couleurs de sélection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai d'abord indiqué que vous pouvez choisir n'importe quelle couche, couleur, dégradé ou même image. Vous pouvez aussi ajouter une image ou une vidéo ici. Je peux mettre la couleur F, taper cette chose ici et mettre une opacité de 100% et activer la visibilité. Ou non. Maintenant, je peux aussi cliquer sur plus pour mon trait et ensuite sélectionner une couleur vive, ou peut-être en bleu, et ensuite augmenter la largeur du trait. Et vous pouvez l'augmenter autant que vous le souhaitez. Ça a l'air assez mauvais. Choisissons simplement une couleur un peu moins choquante. Dans mon trait, vous pouvez voir cette option ici qui dit soit centre, intérieur ou extérieur. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous gardons un trait de 2 pixels, le trait est actuellement à l'extérieur de mon texte. Mais si je le change en intérieur, vous verrez cela.
Il y a maintenant sur les niveaux internes. C'est inutile dans le texte, mais très indispensable pour créer des éléments d'interface utilisateur. Parce que dans beaucoup de cas, lorsque vous créez une div, disons que je crée une pop-up similaire, et rendons cela blanc. Et généralement, c'est à quoi ressemblent les pop-up. Vous avez comme un bord arrondi. Vous avez un trait. Je vais prendre cet outil pipette, prendre la même couleur et la rendre légèrement plus sombre. Et le faire à 3 pixels. Donc, voici mon contour. Observez ce qui suit. Le trait est à l'intérieur de la boîte de délimitation, parce que nous sommes en mode intérieur. Si je le fais à l'extérieur, vous verrez que le trait dépasse de la boîte de délimitation. Donc, si mon trait faisait 25 pixels de long, vous pouvez remarquer que j'aurai maintenant un espace supplémentaire pour l'accommoder. Mais si je le garde à l'intérieur, cela ne gênera pas du tout. Mais voyez ce qui se passe. Une fois gardé à l'intérieur, le bord extérieur courbe, l'intérieur reste tranchant. Pour corriger cela, vous devez aller de l'intérieur vers le centre. Quand cela se produit, vous aurez le trait vraiment joli. Vous pouvez probablement revenir à environ 4 pixels. Je le garde toujours à l'intérieur car je sais quelle boîte de délimitation et quel pixel j'ai. C'est donc la meilleure façon. C'est la façon la plus sûre, mais oui. La dernière chose que nous devons voir dans les remplissages est les traits et la sélection des couleurs, donc ce sous-texte ici. Vous avez cette chose appelée Dark UI Midfour. Pourquoi ça dit ça? Parce que c'est un style. Donc vous vous souvenez que vous pouvez réellement dire à Figma que certains codes hexadécimaux ont un nom spécifique en cliquant sur l'icône de chaîne. J'ai renommé la couleur en A5 parce que dans le langage du design, si vous dites A5, cela signifie A5 en 3 fois. Si je dis F, cela signifie F en 6 fois parce que vous avez comme 6 chiffres dans un code hexadécimal. Donc je vais prendre A5, je vais sélectionner tout ce texte et détacher mon style de couleur et coller A5. Encore. Maintenant, si je veux changer A5 partout, je vais devoir aller à droite sélectionner individuellement le remplissage. Mais que se passe-t-il si je sélectionne le cadre et dis que peu importe où se trouve A5, je veux avoir des changements sur chaque A5? C'est utile via les couleurs de sélection. Donc à l'intérieur des couleurs de sélection, si je vais à A5 et change ce radar, vous verriez qu'il affecte chaque présence unique de A5, ce qui est un énorme gain de temps. Et bien sûr, une fois que nous entrons dans les implémentations et les aspects détaillés de ça, ce sera vraiment bénéfique. C'est qui se passe, c'est que parfois vous avez 10 écrans, et sur les 10 écrans, vous avez un élément similaire, et vous désirez modifier leur couleur. 10 éléments dans tous ces cadres individuels. Ainsi, plutôt que de choisir les cadres individuellement, sélectionnez-les tous et utilisez les couleurs de sélection pour effectuer des modifications rapidement. Maintenant, une fois que vous avez travaillé si dur, vous devez évidemment exporter ces écrans, n'est-ce pas? Ou peut-être exporter une affiche ou un JPEG. Pour cela, utilisez le dernier paramètre « Exporter ». Si vous sélectionnez quelque chose, vous avez vos options pour exporter. Si vous ne les voyez pas, ce sera probablement dans ce mode. Vous devez cliquer sur plus et aller ici et choisir votre résolution. Donc, bien sûr, 0.5x, 3x, 4x fonctionne. Mais vous avez aussi 512, W512 C'est essentiellement une largeur de 512 pixels et une hauteur de 512 pixels. Vous ne les utiliserez pas tout de suite. Il est toujours préférable de le garder à 2x. Puis ici, vous pouvez ajouter un suffixe au nom du fichier si vous n'en voulez pas. C'est pas grave. Et ici, vous pouvez choisir le format entre PDF, PNG, JPEG, SVG. Maintenant, une chose très importante est que lorsque vous exportez des icônes ou des illustrations, toujours exporter des SVG, parce que si vous exportez en PNGs, la taille de votre application ou de votre site web va s'agrandir et il deviendra très lourd à charger. Quand vous exportez des JPEG via Figma, exportez toujours en 2x. La résolution a été abordée dans notre ancienne vidéo. Donc si vous avez suivi notre cours UX de 15 épisodes, nous avons traité ce sujet vers l'épisode 5 ou 6, et parfois, si vous créez un nom de fichier, disons simplement que je vais créer cette chose appelée dossier/image1. Si j'ajoute une barre oblique dans mon nom et que je l'exporte, si je devais télécharger cela avec la barre oblique, vous téléchargerez le fichier sous forme de fichier zip. Si vous ouvrez le fichier zip, le premier mot avant la barre oblique devient le nom du dossier. Et ensuite, vous avez votre nom de l'image. Donc c'est juste une façon de ranger vos fichiers. Si vous mettez des doubles barres obliques, / il y aura un sous-dossier. Je n'emploie pas couramment les barres obliques dans mes noms. J'utilise toujours un tiret. Je n'aime pas la segmentation des dossiers. Quoi qu'il en soit, ma recommandation est de simplement sélectionner tous vos cadres lorsque vous êtes prêt à exporter. Exécutez le plugin de tri, renommé en lot, et terminez le processus. Vous pouvez désormais l'exporter. Si vous avez l'accès à l'édition, alors vous verrez tout le panneau de conception.
mais si vous partagez cela avec un développeur ou quelqu'un, avec un accès pour la visualisation. Alors ils ne verront que cette partie export. C'est tout ce qu'ils verront. Donc oui, nous avons terminé le module numéro 2, où nous sommes allés plus loin que les bases de Figma. Et maintenant, nous arrivons au module numéro 3, où nous mettons ça en pratique. Je veux juste vous montrer à quoi ressemblent ces fichiers. Dans un vrai projet Figma avant de continuer, et voir des exemples pratiques, je veux vous parler de la communauté Figma, une vaste communauté open source gratuite pour trouver des maquettes. Logos, pack d'icônes, kits UI, tout est gratuit. Maintenant, pour y accéder, revenons à mon plan gratuit. Et dans le coin inférieur gauche, vous avez exploré la communauté. Quand vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est compréhensible. Mais si vous allez ici et écrivez Kit UI, vous aurez des filtres où vous pouvez dire que vous voulez seulement les choses gratuites. Vous pouvez donc cliquer sur gratuit. Et laissez-moi revenir en arrière. Tapons cela à nouveau. Gratuit ou tapez simplement Kit UI. Vous pouvez aller au filtre et dire que je veux seulement les trucs gratuits. Donc je vais cliquer sur gratuit et une fois que vous faites cela, vous aurez accès à tant de bibliothèques open source que vous pouvez utiliser dans vos propres projets. Parfois, il y a aussi des cadeaux gratuits. Mais la partie amusante est que si j'écris Apple, vous vous souvenez que je vous ai montré quelques écrans de l'iOS. C'était comme des écrans officiels et du système de design officiel d'Apple. Donc Apple, Google, toutes ces entreprises ont leur page officielle de créateur Figma. En cliquant sur créateur, vous pouvez en fait trouver Apple avec 21,1K abonnés. Et si je clique sur Apple ici, vous verrez tous les fichiers et directives qu'ils ont publiés. Vous savez sous leurs fichiers. Donc ils ont des fichiers pour la vision OS, qui est pour l'Apple Vision Pro. D'ailleurs, nous avons un cours très détaillé sur la conception d'applications pour l'Apple Vision Pro. Si vous n'êtes pas allé voir, faites-le. Et nous avons iOS 17 et toutes ces choses. Donc, cliquez simplement sur l'un de ces fichiers pour l'ouvrir dans Figma. Cela ouvre un nouveau fichier Figma pour copier des éléments. Et le conserver. Donc c'est utile. Je viens de recevoir ce fichier gratuit de Untitled UI. J'ai pensé que c'était assez utile, et cela vous donnera une idée très pratique de la façon dont les systèmes de conception sont construits. Donc pour l'instant, vous vous concentrez uniquement sur Figma. Mais honnêtement, avant de concevoir une application, vous avez besoin d'un système de couleurs approprié. Vous savez, une couleur primaire, une couleur secondaire. Toutes ces choses ont toutes leurs propres propriétés individuelles. Donc même si vous regardez ce système de boutons ici, regardez de près. Ce ne sont que des rectangles et des textes. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec les épisodes, aujourd'hui n'est que le cours numéro 1. Et je sais que ce sont des vidéos vraiment très longues. Mais les gens, quand j'ai publié un post communautaire, vous avez dit que Ange, vous nous enseignez des choses d'un niveau industriel. Et c'est pourquoi j'ai fait celle-là. Maintenant, même après tant d'efforts, si vous ne faites pas votre propre effort pour terminer ceci, alors personne ne peut vous aider. C'est vrai, et j'apprécierais vraiment si vous pouviez simplement partager cette vidéo avec vos amis sur Instagram et sur LinkedIn. Cela compte vraiment beaucoup pour nous car si vous ne soutenez pas ces vidéos, qui le fera? Donc je voulais juste garder ces fichiers ici. Je souhaitais simplement indiquer que, plus loin dans le cours, nous apprendrons vraiment comment créer ces divers états. Par exemple un menu déroulant. Quelle est la logique? Quel est le processus derrière ces petits détails? Car ce que vous voyez maintenant, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il faut comprendre le design d'interface utilisateur, ses composants, les mises en page automatiques, la typographie, la psychologie. Et nous avons également créé des vidéos détaillées sur la psychologie de l'UX. Il y a une masterclass UX que nous avons eue. Il y a tellement de vidéos où nous discutons de tant de modèles mentaux UX. Pour être honnête, ils vous aideront vraiment à renforcer votre compréhension parce que nous avons Déjà créé beaucoup de cours gratuits. Donc ce que je vous recommanderais, c'est qu'une fois cette vidéo terminée, regardez notre vidéo de feuille de route. Nous avons tant de listes de lecture gratuites pour le design spatial, le breakdown de l'UX, beaucoup de choses. C'est vrai, mais je vous conseille toutefois de voir la vidéo Roadmap Video for UX Design. Nous proposons un cours de 15 épisodes sur la conception UX, qui vous instruit sur la conception UX. Donc, ce cours enseigne l'outil, mais nous avons aussi un cours gratuit séparé, qui enseigne le design UX en hindi et en anglais. Toutes les ressources disponibles pour l'inspiration de l'UI et UX de Figma et du marketing seront partagées dans la description. Donc vous n'avez pas à vous en soucier. Mais les gens, je vous le dis, si vous suivez notre cours Figma en 15 épisodes, cela prendra au moins 6 à 8 mois, mais ça en vaut la peine. Absolument, ça en vaut la peine. Les salaires augmentent et c'est un domaine très prometteur. Et nous avons également réalisé 2 vidéos très détaillées sur la rédaction de vos études de cas UX. Il y a 2 parties. Assurez-vous de les regarder. Et voici vos devoirs pour les 5 prochains jours. Premièrement,
Commentez ci-dessous ce que nous devrions inclure dans la prochaine série de vidéos car je recueille tous les commentaires. Je veux m'assurer que ce seul cours devienne la ressource la plus puissante, la plus précieuse disponible sur Internet en ce qui concerne l'apprentissage de Figma. Après cette playlist, il doit rien rester. Il est crucial de comprendre qu'avec le temps, beaucoup de fonctionnalités d'IA arrivent maintenant sur Figma. Donc beaucoup de gens demandent si cela en vaut la peine. Je crois que c'est le cas. Vous devez effectuer beaucoup de tâches fastidieuses avant d'automatiser vos efforts à l'IA. Donc nous avons créé une vidéo très approfondie, appelée « Is UX over ?» Est-ce que l'UX est fini, etc. Est-ce que l'IA nous remplacera? J'ai discuté en détail de toutes ces questions sur comment Figma va évoluer, comment tant de ces choses vont être automatisées. Mais si vous n'avez pas d'expérience pratique lorsque vous externalisez des choses à l'IA, vous ne serez pas assez intelligent pour vérifier si c'est juste ou pas juste. Donc, vous devez faire cela par défaut. Vous devez aller dans les tranchées et comprendre comment cela fonctionne. Commentez ci-dessous si vous aimez la vidéo. Commentez ci-dessous si vous voulez que les 9 prochaines vidéos soient aussi détaillées que celle-ci ou pensez-vous que cela n'en vaut pas la peine? C'est trop long, nous devrions garder ça. Superficiel de comment les autres youtubeurs le font. Parce que cela n'a aucun sens pour nous de travailler si dur, et si cela ne fonctionne pas pour vous les gars, d'accord. Et assurez-vous de prendre des notes détaillées sur Notion. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube expliquant comment j'utilise Notion. C'est un excellent outil d'apprentissage. Sur comprendre en général comment documenter vos apprentissages en premier lieu. Vous pouvez regarder cette vidéo YouTube et savoir comment documenter vos apprentissages facilement sur Notion. Nous aborderons tant de ressources, d'idées et de concepts que sans documentation, vous pourriez être confus au 10e épisode et essayer de jouer avec des contraintes. Consultez la documentation de Figma et essayez de l'expérimenter un peu. Téléchargez un kit d'interface pour tenter quelques expériences. Et regardez la playlist de démarrage de Figma, donc cette playlist est extrêmement importante. Je vous recommande fortement de commencer à apprendre ces choses par vous-même. Bien entendu, nous préparons aussi des vidéos détaillées, mais ne vous retenez pas de documenter tout cela. Commencez à le mettre sur LinkedIn et commencez à concevoir en public. Les gens ont besoin de savoir que vous apprenez. Les gens ont besoin de vous voir grandir. J'ai toujours documenté tout ce que j'ai appris. Cela a toujours été sur LinkedIn. Quoi que je fasse, je vous assure que cela offre de nombreuses opportunités. Si vous documentez sur LinkedIn, taguez-moi. J'aimerais voir si vous avez vraiment fini cette vidéo. Parce que je sais que très peu d'étudiants vont le faire. Et oui, notre prochaine vidéo sera sur les cadres et la mise en page automatique. Ce qui va être un sujet légèrement compliqué. Je voulais juste m'assurer que cette première vidéo met tout le monde sur la même longueur d'onde. Vous aurez une tonne de ressources sur LearnUX également, où nous publierons nos cohortes en direct, nos offres premium. Beaucoup de choses arrivent pour les concepteurs UX qui sont déjà des professionnels, donc c'est pour améliorer les compétences des personnes qui sont déjà dans ce domaine. Nous avons décidé d'enseigner les bases gratuitement. Cela n'a aucun sens de prendre de l'argent pour enseigner les bases. Je vais donc finir ces 10 conférences sans aucun frais. Et pour être honnête, je sais aussi que ces 10 conférences gratuites vont être beaucoup plus approfondies, beaucoup plus précieuses, que même les offres payantes que les gens ont sur le marché. Donc notre objectif est de vous amener à un niveau où vous travaillez en freelance. Vous apprenez ces éléments, vous gagnez de l'argent, et ensuite, lorsque vous êtes prêt à perfectionner vos compétences, vous pouvez toujours venir sur learnue.in et rejoindre nos cohortes premium et en direct où nous passons disons du niveau 5 au niveau 10. Donc, je peux vous guider de 1 à 5 à travers ces vidéos gratuites. Mais une fois que nous passons de 5 à 10, je veux m'assurer que la communauté est très filtrée et très axée. Parce que nous voulons juste être sûrs que les gens apprennent d'abord les bases gratuitement. Donc ces 10 vidéos vont être géniales. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez aborder quelque chose de spécifique sur les cadres et la mise en page automatique aussi. Bien qu'il nous reste encore 3 modules très détaillés. Je veux juste avoir vos retours. Ces vidéos sont absolument intemporelles. Cela étant dit, permettez-moi de rapprocher ce micro. Cela étant dit, j'espère que ces vidéos vous aident. J'apprécierais vraiment si vous pouviez cliquer sur s'abonner. Cliquez sur l'icône cloche et likez la vidéo, afin que YouTube sache que cette vidéo aide les étudiants. Et j'aimerais voir vos avis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de me mentionner. Prenez soin de votre mental et de votre physique. Votre ami Unshmera vous dit au revoir. Si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de cliquer sur s'abonner. Je télécharge régulièrement des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling.